On vit une époque à la fois formidable et détestable. Je parle dans le monde automobile, hein. Pour le reste, je pense qu'on a tous la réponse. Mais du côté auto, alors certes, d'un côté nous avons la fin des moteurs thermiques et l'extinction de beaucoup de légendes, mais de l'autre, une situation totalement inédite où les cartes sont redistribuées un peu à tout le monde. Je sais que c'est un avis étonnant, mais je vous avoue que je suis assez intrigué par ce qui va arriver dans les prochaines années. Bref, normalement quand un produit est remplacé par un nouveau, c'est pour apporter des modifications qui vont dans le bon sens. Et bien vous allez voir qu'à travers cette vidéo, c'est pas toujours le cas. Allez, c'est parti. Peut-être l'un des exemples les plus choquants de ce que peut être une régression dans le milieu automobile. La Twingo 3 n'est pas juste au même niveau que sa devancière, elle est pratiquement en retrait sur tous les aspects. Bon, peut-être le seul point positif c'est son design que je trouve plus réussi que la Twingo 2, mais moins sympa tout de même que la Twingo 1. Les 5 portes sont aussi un avantage comparé aux anciennes versions, et c'est à peu près tout. Terminé la modularité exceptionnelle des anciennes versions, idem pour le coffre qui réduit et ne peut plus compter sur la banquette arrière coulissante. C'est dû au moteur qui est à présent positionné sous le coffre, ce qui permet d'avoir des courses toujours réchauffées. Pratique en hiver, en été c'est un peu plus pénible, et si vous voulez ne serait-ce que regarder l'huile, l'accès moteur n'est pas optimal. Si jamais vous souhaitez avoir un accès facile, ne prenez vraiment pas ce Toto. Contrairement à une Porsche 911 qui a un petit peu le même concept finalement de moteur arrière, ici vous n'aurez pas de rangement sous le capot avant. Aussi, c'est peut-être le plus gros défaut de l'auto, sur route elle se révèle beaucoup moins aboutie que la Twingo 2 qui était une grande réussite sur ce point. L'auto se révèle moins sympa à conduire, voire dangereuse, notamment quand on est sur autoroute, car c'est sûrement avec la Dacia Spring l'auto actuelle la plus sensible au vent latéral. Ajoutez à ça des moteurs pas hyper folichons, l'abandon de la version RS qui était géniale pour une version GT beaucoup plus aseptisée et bien moins sympa à conduire, ajoutez à ça une fiabilité en retrait et vous avez le cocktail parfait pour faire regretter la très réussie Twingo 2. Alors là j'en vois déjà certains crier au scandale, c'est plutôt qu'elle n'a pas été à la hauteur des deux mythes qu'elle remplace. Il faut dire qu'avec la Peugeot 205 d'abord puis la 206, Peugeot avait placé le curseur très haut et ces autos ont été de véritables références à leur époque. Ici, c'est un petit peu plus contrasté. La voiture prend taille, ce qui lui permet d'être plus polyvalente, notamment sur autoroute. Elle propose aussi une qualité d'ensemble en hausse. Le design n'est pas apprécié par beaucoup, mais moi je dois vous avouer que de mon côté, il y a certaines configurations que je trouve plutôt sympas, même si c'est vrai qu'elle se 307 ease, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous avez l'idée. Le souci de cette auto, notamment par rapport à la 206, c'est son poids en grosse augmentation, qui fait que même si elle fait plus cossue, et elle est surtout moins agréable à conduire globalement, ça manque de ce petit quelque chose dont les Peugeot ont souvent le secret. On peut ajouter à ça une fiabilité des blocs VTI/THP cataclysmique, une version RC pas au niveau, et on a une auto qui, même si elle n'est pas horrible, est en dessous d'une 206 qui a su mettre tout le monde d'accord. Globalement, on peut même dire ça sur l'ensemble de la série des 7 de chez Peugeot, à part le 1007. Mais c'est vrai que cette série a globalement déçu quand la série des 6 a été très appréciée. Citroën, avec sa C4 de première génération, avait frappé vraiment fort. Look puissant, que ce soit en 3 ou 5 portes, habitacle de qualité tout en gardant l'esprit Citroën, avec notamment le volant à moyeu fixe, châssis au top, moteur fiable, bref ce Toto était une masterclass. Eh bien vous savez quoi ? Avec la C4 de deuxième génération, ils ont fait pratiquement tout l'inverse. Alors le point positif, c'est que l'habitacle qui, même s'il est beaucoup plus classique, progresse encore en qualité. Par contre, pour le reste, plus de version 3 portes, maintenant il existe un dérivé de luxe nommé DS4 qui, même si ce Toto est sympa, est proposé surtout à des tarifs indécents et à un profil assez particulier, on va dire. Le châssis de ce C4 est d'un mollasson assez fou. Alors certes on est chez Citroën, mais quand même sur ce point la C4-1 était bien plus pertinente. Les versions sportives ont disparu, au revoir donc la C4 VTS. À la place on va retrouver les merveilleux VTI/THP qui nous martyriseront au quotidien la faute à une fiabilité inexistante. Le design on en parle en 2 secondes car c'est insipide. J'ai été tellement déçu de voir ce Toto succéder à l'incroyable C4 de première génération. Je me suis attardé sur la C4, mais c'est vrai que la période fin 2000, début 2010 allait entamer une période pour le moins assez compliquée pour PSA.
La K de 3ème génération est une voiture mondiale avec tout ce que ça implique en bon et en moins bon. On commence par le négatif. Bon, vous le voyez, même si le design est une affaire de goût, je pense qu'on peut dire sans crainte qu'ici c'est plutôt peu inspiré. C'est normal, hein, il faut s'adapter au plus de marchés possible et convaincre surtout les pays en voie de développement. On a donc une auto assez insipide, à des années-lumière de la première K que j'adore, et même de la deuxième qui reposait sur la même plateforme que la 500 et qui était globalement plus conforme à nos attentes d'Européens. L'habitacle, déjà que chez Ford c'est souvent moyen, ici c'est vraiment très austère. L'auto est beaucoup plus grande que les anciennes K, c'est pas fou pour la ville mais ça permet plus de polyvalence, surtout qu'elle est proposée en 5 portes. Elle est aussi économique à l'achat et à l'usage. Mais quand même, quelle dégringolade par rapport aux anciens modèles au niveau du look. Malheureusement, la deuxième génération de l'Audi A1 n'est clairement pas au niveau de sa devancière. Mais si je ne porte pas la marque aux anneaux dans mon cœur, force est de constater que la première A1 était une belle revanche pour Audi, suite à l'échec de la 2, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, dans le secteur des petites citadines premium. L'auto était très jolie, avec une ligne fine et équilibrée, l'intérieur juste au top de la catégorie et les moteurs n'étaient pas en reste. Mention spéciale à l'Audi A1 Quattro, limité à 333 exemplaires dans le monde, qui est tout simplement incroyable avec son look de voiture de rallye et son moteur de 256 chevaux. Je vous avoue que j'aime pas Audi, mais alors si l'un d'entre vous en a une, c'est avec grand plaisir pour un essai. Bon, avec l'A1 actuelle, c'est une autre histoire. L'auto est plus habitable, en revanche on perd en feeling de conduite et surtout la qualité régresse assez sérieusement quand les prix, eux, sont toujours plus hauts. La voiture devient globalement neutre, mis à part sur ses tarifs. Ce reproche peut être à peu près le même d'ailleurs sur la Polo actuelle. Après une génération 5 formidable, l'actuelle Polo souffre à peu près des mêmes maux que la 1. C'est en réalité assez logique vu que ces autos sont basées sur le même châssis, juste l'emballage diffère, mais ça vous le savez probablement si vous vous y connaissez un minimum en automobile. Volkswagen, c'est des coquins. Depuis l'affaire du Dieselgate, tout le groupe Volkswagen a souffert. Cette affaire a coûté tellement cher aux géants allemands qu'il a bien fallu faire des économies par-ci par-là. Du coup, c'est vrai que les véhicules sortis après cette affaire ont été pas mal touchés, notamment par une qualité globale indigne des productions Volkswagen. Les marques Audi et Volkswagen ont été particulièrement affectées, et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est peut-être cette Golf de 8ème génération. La 7ème génération est peut-être pour moi la Golf ultime, design, prestation globale juste au top. Ici, le design, on ne peut pas dire qu'il soit des plus inspirés, mais ce qui va vraiment déranger, c'est son habitacle. Comparé à la Golf 7, la 8ème génération cède aux sirènes du tactile à outrance. Le souci, c'est que c'est plutôt très mal fait. Actuellement, après des décennies de domination, la Golf a perdu son titre de voiture la plus vendue en Europe. Et étant donné la tendance actuelle du géant allemand, je pense que la Golf elle est pas prête de retrouver son trône. Les petites voitures chez BMW, j'ai toujours adoré ça. Je me rappelle de la série 3 compacte E36, puis E46, la première série 1, puis la deuxième. C'était un parcours parfait pour moi, jusqu'à l'arrivée de cette 3ème génération. Comparé à la série 1, nom de code F20, donc la deuxième série 1, la F40, joli nom de code au passage, change tout et plutôt pour le pire. Le plus gros changement est invisible puisque la BMW série 1 passe à la traction alors que la propulsion c'est l'une des marques de fabrique de la marque à l'hélice. L'explication de BMW c'est pour proposer une auto plus habitable. Bah loupé en fait, l'habitabilité et le coffre augmentent mais à peine. Le design lui il a beaucoup changé avec un bon look de Peugeot 308 de première génération quand la BMW série 1 F20, donc l'ancienne génération, avait juste un design de fou et complètement typé BMW. Heureusement la qualité de fabrication progresse un tout petit peu, malheureusement ça suffit pas à essuyer les plâtres parce que la conduite est largement en dessous forcément, du fait que l'architecture change. Niveau moteur c'est pareil, fini les 6 cylindres. Bref, ce auto manque de saveur et c'est vraiment dommage car la série 1 a toujours eu une place un petit peu à part sur le marché, en espérant que la prochaine génération revienne un petit peu à la raison. Comme quoi on peut avancer dans le temps et régresser. Je pense que ces autos en sont un bel exemple, mais j'en ai d'autres en tête si une deuxième vidéo sur le sujet vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire depuis l'espace des commentaires quelle est pour vous l'auto qui a le plus régressé en changeant de génération. Je serais curieux de lire tout ça. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis ce même espace. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.